Bonjour et bienvenue sur Affordance, le podcast des idées qui appellent à agir, où des créatrices y partagent leurs solutions pour rouvrir le champ des possibles vers le monde de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Baudard, architecte associée de l'agence Compagnie Architecture basée à Bordeaux. Pour elle, le projet architectural est avant tout un acte culturel et collectif. Inspirée par son parcours aux côtés de Patrick Bouchain, elle poursuit maintenant ses réflexions aux côtés de Jules Aymar, son associé. Compagnie Architecture est une agence qui regorge d'outils pour construire la maquette évolutive, la permanence architecturale, le chantier culturel, les ateliers thématiques et bien d'autres encore. Pour Chloé, l'architecture ne commence pas par un geste, mais par une immersion dans les communs. Car l'architecture, ce n'est pas seulement livrer un bâtiment, c'est aussi créer une culture partagée. Chloé est une créatrice d'aujourd'hui, qui se penche également sur la question de l'écologie et de l'éducation, et qui tente d'y répondre grâce à ses outils d'architecte. Dans cet épisode, nous allons parler de l'école Frida Kahlo, une école construite en 2022 dans la ville de Bruges. Cette école est labellisée E4C2, l'un des labels les plus hauts en termes d'écologie. E4 signifie que l'école produira plus d'énergie qu'elle n'en consomme, et C2 signifie que l'empreinte carbone des matériaux utilisés pour la construction sera faible. C'est donc une école qui répond à de nombreux points, éducatifs, écologiques, sociaux et plein d'autres. Et Chloé va nous parler de tout ça aujourd'hui, pour savoir comment concevoir pour les enfants et pour l'écologie en même temps. Je suis Thaïs Basman et vous écoutez Affordance. Bonjour Chloé, comment vas-tu ? Bonjour Thaïs, je vais très bien. Il fait beau, c'est bientôt le printemps. Alors pour le tournage, je t'ai demandé d'amener un objet de ton choix. Est-ce que tu peux le présenter et expliquer pourquoi tu as souhaité le ramener aujourd'hui ? Alors, j'ai ramené un objet qui est pour nous un des outils, un de nos communs, qui m'est très cher. C'est un objet éditorial de l'agence. Déjà, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que ça nous permet de transmettre. C'est encore une forme papier, donc ça a une matérialité, ça a une odeur, ça a un toucher, ça a une forme, ça a voilà, c'est encore un objet qui pour moi est sensible, donc j'aime les livres, j'aime les revues, et j'aime encore la lecture sur du papier, que je privilégie aussi intimement. Donc ces objets éditoriaux nous permettent finalement de raconter une aventure. Donc chaque fois, on essaye d'inventer un nouvel objet qui correspond, qui répond, qui interroge un chantier ou une expérimentation d'un projet urbain. Et là, sur ce que j'ai proposé comme objet, c'est donc les cahiers de chantier, qui donc, fait partie d'un de nos projets éditoriaux de l'agence. Donc on a 4 cahiers de chantier qui permet de raconter l'histoire assez fabuleuse de ce projet de Frida Kahlo, donc qui est un groupe scolaire à Bruges. Et comme il me semblait en effet que c'était la thématique de notre entretien, je trouvais que c'était un bel objet qui permettait de raconter finalement, de rassembler l'histoire de ce projet. Totalement dans le thème. Et d'ailleurs, l'agence, elle s'appelle Compagnie Architecture et je voulais savoir pourquoi. Alors, Compagnie Architecture, c'est Anna, l'agence qui s'occupe de la communication des objets éditoriaux et de l'administration, qui nous l'avait proposé. Donc, d'ailleurs, nous avons une très belle définition dans un travail qu'on a fait avec Emmanuel Borne autour de manifestes et d'un travail introspectif avec Jules. Et donc, Compagnie Architecture, c'est une association de personnes réunies par des statuts communs. Donc, c'est l'agence Compagnie Architecture qui rassemble autour de Chloé Baudard et Jules Aymar une quinzaine de personnes. C'est aussi une réunion, une assemblée, et on se trouve en joyeuse compagnie. Donc, Compagnie Architecture encourage ces assemblées pendant, avant et après la réalisation des projets qui lui sont confiés. Mais c'est aussi un regroupement d'artistes ayant un projet commun. Donc, Compagnie Architecture œuvre dans le champ de la culture pour des artistes. Elle œuvre aussi avec des artistes pour concevoir des bâtiments et des études d'intérêt public. C'est un peu long, mais ça permet de répondre à ta question. Qu'est-ce que Compagnie Architecture ? Et quand j'ai fait un peu toutes mes recherches du coup sur Compagnie Architecture, je voyais beaucoup les mots outils et commun apparaître. C'est quoi concrètement ces mots ? Donc à l'agence Compagnie Architecture, on a essayé de préciser finalement notre processus. Nous, les projets sont des aventures et donc qu'on essaye de mener
peut-être un peu différemment, en tout cas en étant à l'endroit où on a envie de l'être. Et donc, pour avancer sur finalement notre réflexion, on a essayé de documenter, de rassembler, de re-questionner différents outils qu'on active, quelles que soient finalement les formes de projets. Et on les a essayé de les documenter. Et le travail justement qu'on a fait avec Emmanuel Born dans ce document qui s'appelle Des mots à la main, donc, dont je vous parlais précédemment, un peu ce manifeste, nous a permis de rassembler ces outils sous une autre forme qui s'appelle les communs et de pouvoir les nommer et faire tout un travail itératif autour d'une question sémantique des mots, d'où le travail autour de 7 mots. Et donc, c'est quoi ces 7 mots? Le premier mot, c'est le toit, puisque nous travaillons, pour nous, les toits représentent un rapport au ciel, la fin d'un bâtiment, une coiffe qui donne des expressions architecturales sur lesquelles on travaille fortement. Donc c'est vraiment la notion d'un pli qui rassemble. Premier mot. Le deuxième mot, c'est le 50e. 50e, c'est une de nos échelles favorites parce qu'elle permet une interprétation de l'acte constructif. Donc c'est notre échelle de dessin favorite, mais c'est aussi notre échelle de maquette, puisque sur tous nos projets, un des outils justement, c'est la réalisation de grandes maquettes en bois. Donc nous, elle nous permet en phase de conception d'ajuster le projet, de le vérifier, mais c'est un outil surtout fabuleux de transmission, puisque cette maquette, elle permet d'expliquer le projet lors de la conception avec la maîtrise d'usage, donc les utilisateurs, avec la maîtrise d'ouvrage, pour se saisir aussi quelquefois politiquement du projet et de pouvoir l'expliquer aux citoyennes et aux citoyens du quartier, de la ville, de la métropole, et montrer ce qui va advenir beaucoup plus facilement que sur des plans qui sont quelquefois difficilement compréhensibles. Enfin, c'est finalement voilà, la mascotte de tout projet, et on part souvent de ce bâtiment fait à une petite échelle pour faire des allers-retours avec le bâtiment à l'échelle 1. Donc le troisième mot, c'est le désaxement. C'est comment on arrive à insérer un pas de côté dans l'ensemble de nos projets. Quelquefois, c'est un escalier, un objet, un dessin, une couleur, mais ça peut être aussi une modification dans une situation ou une commande artistique. Donc c'est à un endroit, un décalage qui te permet de prendre du recul et de se re-questionner. Le quatrième mot, c'est la maîtrise d'usage, qui est évidemment un de nos communs qu'on affectionne particulièrement. Maîtrise d'usage, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'utilisateur, l'habitant. Mais c'est celui qui va finalement vivre au quotidien dans le lieu qu'on est en train de penser. Donc nous, on est vraiment des passeurs, des traducteurs, et ensuite, on va les laisser, eux, habiter au quotidien et s'approprier l'espace qu'on va leur mettre à disposition. Et ça, c'est très important qu'on puisse se rencontrer avant, qu'on puisse échanger. Souvent, on active différents ateliers pour les intégrer dans cette démarche. Et pour nous, c'est vraiment des acteurs essentiels. Ce qu'on dit souvent, c'est pour faire un beau projet, il faut qu'on ait 3 entités. La maîtrise d'ouvrage, donc la commande, la maîtrise d'œuvre, donc l'architecte, bureau d'études, paysagiste et donc l'ensemble de l'équipe qui permet de concevoir et de suivre le chantier après. Et ensuite, cette maîtrise d'usage, donc, qui a l'expertise de savoir ce qu'elle a besoin. Et comment on arrive à faire que les 3 puissent avancer sur une partie conception puis de chantier en étant complices et avec une vraie confiance. C'est vraiment l'enjeu de nos réflexions. Un autre mot, c'est la permanence, qu'on a appelé les communs acte 1, la permanence architecturale. C'est une attitude qu'on a commencé à initier avec Patrick Bouchin, donc il y a une vingtaine d'années maintenant, avec qui moi j'ai commencé à travailler quand j'étais encore étudiante à l'école d'architecture Paris-Belleville. Et donc cette attitude de permanence architecturale, on l'a testée sur des premiers projets culturels en habitant le chantier, donc en installant un architecte ou une architecte sur le lieu même
où s'active l'acte de construire une réhabilité. Et c'est vraiment cette présence quotidienne qui permet d'accompagner à la fois le chantier, mais évidemment tous les acteurs du chantier. Donc c'est comment on désamorce les tensions, comment on peut répondre au plus vite aux compagnons qui sont sur le chantier. C'est aussi évidemment accompagner toute la démarche dont on parlait précédemment, présenter le projet autour de la maquette, mener des ateliers, faire des visites. Donc toute cette démarche-là est portée par la permanente ou le permanent architectural sur le chantier. Encore un autre mot qu'on a appelé les communs acte 2, qui est en fait finalement tout le travail qu'on a fait sur cette écoute active. Donc c'est comment on arrive à les représenter, comment aussi cette notion de permanence peut être adaptée à différents sujets. C'est pour ça que je parle d'attitude. Donc comment, à partir de cette attitude, on arrive à repenser un aménagement pour re-questionner les usages et les sensations du territoire et de ceux qui l'habitent, qu'ils soient humains ou non humains, et comment, à partir de ça, on arrive à orienter des pistes de ménagement pour en faire un projet urbain. Voilà, c'était un peu l'ensemble de ce travail sémantique qui finalement rassemble l'ensemble de la démarche de compagnie. Donc ce travail sémantique a été fait dans une vraie complicité dialogue avec Jules Aymar, mon associé. Et voilà, des grandes discussions, mais une grande richesse qui a permis d'aboutir à ces mots-là. Et je crois qu'il manque un dernier mot, qui est la question de la contestation, un esprit qui nous permet de re-questionner notre manière d'habiter le monde et qui est vraiment un réflexe qu'on a régulièrement avec Jules et qui permet de proposer une réponse qui nous semble la plus juste possible tous les deux. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler d'architecture, d'écologie et d'éducation. Est-ce que, selon toi, on doit construire des écoles pour les enfants d'aujourd'hui ou pour les adultes qui deviendront demain ? Alors déjà, quand on construit une école, on le construit en effet pour des enfants, mais on a aussi des adultes dans l'école. Donc ça, je pense que c'est aussi important. Enfin, les enfants sont entourés par des adultes. Donc on a à la fois une équipe enseignante, une équipe technique. Donc en fait, il y a aussi des à côté que l'école pure de l'éducation nationale. On est vraiment aussi sur un lieu qui est en fait beaucoup plus large. De pouvoir intégrer aussi les réflexions des adultes parallèlement à ceux des enfants pour qu'eux aussi soient bien. Et s'ils sont bien, je pense que la question de la transmission sera plus facile. Ensuite, évidemment, le but est de pouvoir offrir un cadre à la fois joyeux et, je dirais, curieux pour les enfants. Donc, comment on arrive à mettre en place des matériaux, des circulations, des mouvements, des cachettes, des odeurs, pour que les enfants arrivent à complètement s'approprier leur lieu d'enseignement. Qu'est-ce que tu penses de la place de l'écologie à l'école ? Alors, la place de l'écologie à l'école. Alors, il y a eu, dans l'absolu, évidemment, moi, je promeus les approches écologiques, déjà parce que on va quand même un peu droit dans le mur avec ce qui nous arrive et que si on peut limiter la casse, sachant qu'en tant qu'architecte ou constructeur, on a une très grosse responsabilité. Donc, si on construit, il faut le faire le mieux possible et sinon, on privilégie la réhabilitation. Promouvoir l'écologie, c'est essentiel, mais c'est aussi, pour moi, un enjeu de santé physique pour les enfants. Donc on pourra après parler de la santé mentale, et ça, c'est plutôt les dispositifs qu'on met en place, mais la santé physique, c'est finalement les matériaux qui vont être dans l'environnement direct des enfants. Donc quand on a du bois, quand on a des matériaux, quand on a de la laine de bois et pas de la laine de verre, quand on a du bardage, on permet de privilégier une attention à un environnement sain. Voilà. Donc après, sur la question écologique, évidemment, on essaye d'être assez engagé. Après, un bâtiment comme ça aujourd'hui, on ne pourrait plus le refaire. On a réussi à pousser tous les curseurs du projet Frédéric Allo, à la fois sur la question écologique, mais également sur la question pédagogique. Sur la question écologique, on avait aussi un cahier des charges assez passionnant. Donc, pour revenir 2 minutes sur la question de la commande.
Le groupe scolaire Frida Kahlo, c'est donc un dialogue compétitif lancé par la ville de Bruges en conception-réalisation. Et donc, en répondant à cette commande, on avait 2 objectifs: construire un groupe scolaire, 16 classes, périscolaire et restauration. Un deuxième objectif qui était une école innovante. Et le troisième, atteindre un objectif environnemental E4C2, énergie positive bas carbone, qui à l'époque, donc quand on a répondu, c'était en 2019, il n'y avait pas d'école construite avec ce label-là. Donc l'école Frida Kahlo a été la première école à avoir obtenu ce label E4C2, donc en 2022. Donc en termes d'écologie, on avait l'obligation d'obtenir ce label. Et donc, pour une fois, la variable d'ajustement qui est d'habitude l'écologie, ça n'a pas été le cas. Si on revient au début, du coup, comment ça s'est passé? Donc vous avez eu la commande. Comment ça s'est passé un peu toute la phase de conception et ensuite jusqu'à la phase de construction? Bon, très rapidement. En fait, donc, dialogue compétitif, 10 mois d'échange, 3 euros, et avec quelquefois des rencontres intermédiaires avec les différents spécialistes. Et donc, en mars 2020, nous avons été retenus. Donc, on a été très, très heureux. Nous avons été lauréats de ce dialogue compétitif en conception-réalisation, donc avec l'entreprise Charpente-Sénomane. Covid, donc là, nous avons déposé le permis de construire pendant le Covid, ça n'a pas été une mince affaire. Et ensuite, on a déployé le reste des études et on a démarré le chantier en novembre 2020. Là, on a eu à peu près 1 an et demi de chantier. Donc, ça a été un chantier qui a été très joyeux. Et justement, c'est pour ça qu'on a fait ces cahiers de chantier. C'est que ces 4 numéros de cahiers de chantier ont ponctué le temps long du chantier. Pour porter toute cette démarche, on a créé une cité de chantier. Donc, Charpente-Sénomane a pris ça à sa charge pour nous construire une très belle cité de chantier faite de réemploi, qui nous a permis d'abriter finalement tout ce qui a fait la démarche de permanence architecturale, donc de l'école Frida Kahlo. On a pu mettre la maquette, on a mis les échantillons, on a fait toutes les réunions de chantier dedans, on a évidemment accroché les plans et le planning, et c'est aussi celui-là qui nous a permis d'accueillir la démarche avec les rencontres, les rendez-vous pour faire les visites de chantier, des conférences sur des thématiques du chantier, ce qui nous a permis aussi de pouvoir fêter le chantier à certains moments avec des déjeuners, des galettes des rois, des moments festifs. Nous avons eu la création d'un spectacle avec la Smart Company, qui ont fait vraiment une création artistique sur le chantier. Et donc du coup, la maquette, elle était tout le temps présente sur le chantier pendant la construction? Donc la maquette, donc au 50e, était dans la cité de chantier. Et elle était tout le temps accessible par tout le monde ou c'était juste par temps? Est-ce que vous y alliez de temps en temps ou est-ce que... La maquette, elle était donc au milieu de notre cité de chantier. Autour de la maquette, on faisait les réunions de chantier. Les entreprises se sont beaucoup référées à la maquette aussi pour comprendre ce qu'ils étaient en train de construire. Parce que par exemple, on prend un maçon qui va faire que la dalle parce qu'après on n'a pas eu de grosses œuvres. Et en fait, il ne sait pas forcément ce qu'il fait, ce qu'il va y avoir dessus. Donc cette maquette permet aussi aux entreprises de comprendre le projet dans sa globalité. Et est-ce qu'elle change aussi quelque chose par rapport à la vision des futurs utilisateurs du lieu? Est-ce que vous avez vu une différence entre les gens qui, par exemple, dans un chantier entre guillemets traditionnel où on n'y a pas accès, où en fait d'un seul coup on habite des lieux, un nouveau lieu qui est terminé, et là est-ce que vous avez vu une différence entre en fait, le fait que les gens puissent avoir accès au chantier et à la maquette et ensuite avoir accès au bâtiment fini? C'est époustouflant, notamment sur, peut-être moins sur des écoles parce qu'on n'a pas forcément la directrice dès le début ou les enseignants. Mais par exemple sur des projets culturels, là je vois on est sur le chantier du Krakatoa qui est une salle de concert, une SMAC à Mérignac près de Bordeaux. On travaille vraiment main dans la main avec évidemment notre maîtrise d'ouvrage Ville de Mérignac et les utilisateurs, l'association Transroc. Ils sont comme des fous avec nous sur le chantier dès qu'on fait une visite. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de la construction, ils s'approprient les lieux. Voilà, là on va faire ça, là il va y avoir ici, là on comprend comment ça se fait. Donc tous les mois, on a des visites avec eux et ça leur permet de se projeter au fur et à mesure de la construction de leurs futurs espaces. Donc c'est assez fabuleux. Et pourquoi on ne fait pas ça dans toutes les constructions qui sont en cours ou à venir?
Je te le demande. Je te demande. Oui, évidemment, pourquoi on fait pas ça? Parce que déjà ça coûte cher. Alors non, ça coûte pas cher, c'est du temps. C'est du temps qui est un temps qui n'est pas rémunéré. Nous, tout ce qu'on fait autour du chantier culturel, il est pas rémunéré. Quand on le met en option pour les villes, souvent, elles saisissent pas forcément l'opportunité de payer un temps complémentaire qui nous permet d'accompagner tellement autrement un chantier, ça nous permet tellement évident, mais en fait, elles se rendent pas compte de l'apport assez incroyable de cette démarche-là. Donc c'est aussi un engagement, nous, de l'agence. Et donc comment on arrive, à avoir des équilibres économiques, pas trop mauvais, c'est pas si simple. Si on revient à l'école Frida Kahlo, elle a une cour de récréation qui est un peu unique pour les enfants. Et dans cette démarche de vouloir déjà avoir ce côté écologique, vous avez aussi ce côté un peu social et humain pour les enfants. Qu'est-ce qui a été un peu mis en place dans cette cour? Alors ça a été un des partis pris qu'on a vraiment mis en place, qu'on a explicité dès le début, lors du dialogue compétitif. On avait une parcelle qui était pas très grande, donc on a pensé cette école avec des grandes maisons. L'idée, c'était de retrouver l'échelle des enfants, essayer de pas avoir un bâtiment monolithique imposant, mais vraiment d'avoir, cette notion, plus domestique et identifiable par les enfants, en disant: «Ah, ma classe, elle est ici. Donc elle est dans cette maison-là», et en plus, on a mis des tonalités colorées à chaque maison. Et donc comment on arrive à faciliter l'appropriation des enfants avec leur lieu d'apprentissage. Donc autour, de ces 5 grandes maisons, une passerelle, périphérique qui justement, relie ces maisons autour d'une cour plantée. Donc déjà, on n'avait quand même pas beaucoup de place, donc cette cour, plantée, et donc on n'avait pas la surface nécessaire d'avoir à la fois, un terrain de foot, un terrain de basket, des plantations, des endroits de jeux collectifs, donc on s'est dit: «Bah, en fait, là, on va essayer de prioriser, une réflexion autour du genre et laisser la part belle à la biodiversité», et donc on a fait un arbitrage qui était dit: «On sort, les aires de jeu qui sont souvent utilisées à 80 par les garçons, et les filles sont reléguées, autour, et on préfère privilégier les espaces collectifs non genrés avec 3 séquences dans cette cour». Première séquence, c'est ce cheminement, en enrobé qui permet de distribuer l'ensemble des entrées des grandes maisons, qui permet de faire du tricycle, et pour les enfants ou adultes à mobilité réduite, d'accéder à évidemment, l'ensemble des bâtiments. Ensuite, on a fait une deuxième séquence, qui est une séquence avec des copeaux de bois, où, ça permet aux enfants de jouer tout en mouvement, en pouvant courir, alors ça, ces copeaux de bois, on les a vraiment beaucoup vus jouer avec, en écrivant, leur nom avec ces petits copeaux, en se roulant dedans, en jouant avec des petites montagnes, et des petits ponts. Enfin, c'est très, très étonnant ce que les enfants ont fait de ces copeaux. Et ensuite, la troisième séquence, c'est une séquence plus apaisée, avec des vraies plantations, et le tout, relié avec des éléments mobiles, des espèces de grands caplas géants. Souvent, les enfants, portaient, déplaçaient, pour, en faire, des petits seaux, des assises, voilà. Donc c'était vraiment une cour pensée, très différemment. On a donc les 2 écoles qui se rejoignent, puisqu'on a donc une école maternelle et une école élémentaire, et on a utilisé, la topographie, donc une butte centrale permet de séparer naturellement la partie élémentaire de la partie maternelle, et qu'on a largement plantée. Donc là, on a mis par exemple des tuyaux d'arrosage, mais là, les enfants, ils ont trouvé ça fabuleux, ça ressemblait à des serpents, donc ils ont passé leur temps à arracher les tuyaux d'arrosage, quelquefois à couper les branches parce que ça faisait des épées. Bon, ça a été très intéressant, de voir aussi l'appropriation et la surexploitation qu'ils ont fait de nos espaces plantés. Mais ça veut dire que voilà, c'est un beau terrain de jeu. Et par rapport à la norme E4C2 donc, tout à l'heure tu disais que en fait c'est un bâtiment qui pourrait plus être construit. Pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à la norme ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Pas que. Donc c'est un label 4C2 qui aujourd'hui, en effet, c'est un label qui répond et qui pousse les curseurs environnementaux assez élevés, assez hauts.
puisqu'il faut qu'on soit en autonomie. Donc on a des panneaux photovoltaïques, on a des puits climatiques, on a une ossature, charpente, mur à ossature bois, bardage bois, on a donc aussi une chaufferie bois, on a de la laine de bois à l'intérieur, la cour est très plantée. Donc vraiment, on a pu avoir un vrai projet assez exemplaire en termes de construction écologique, mais également sur une réflexion pédagogique. Donc on a ces cours, on a ces maisons qui sont reliées par cette passerelle. Entre les maisons, on a des interstices où on a imaginé aussi des lieux qui pouvaient rester un petit peu impensés au niveau des usages, donc qui permettaient aussi une expression plus libre. Donc on n'est pas sur une cour avec un plan panoptique, on est au contraire sur des recoins, des cabanes, toute une réflexion où au contraire on est vraiment sur une liberté, un mouvement de l'enfant beaucoup plus libre. Sur la cour élémentaire, on a une cour haute et une cour basse, donc on a aussi un mouvement vertical. On a aussi un toboggan, donc ils peuvent monter avec les escaliers, redescendre au toboggan. Donc on a vraiment un mouvement dans la verticalité aussi de l'espace. Et on a ce grand préau qui peut être utilisé à l'étage pour des activités pédagogiques pas forcément définies. C'est une école qui permet plein de possibles. Et aujourd'hui, on est sur un contrôle beaucoup plus strict des activités, et ça en 5 ans. C'est-à-dire que cette école, on l'a pensée en 2019, on est en 2026, et on voit que ça fait à peu près depuis 2 ans qu'on est revenu dans une façon de penser beaucoup plus traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a moins de liberté maintenant pour les écoles, de moins en moins. Ouais. Ok. À la fois pédagogique et à la fois écologique. Écologique pour des questions financières, arbitrage financier systématiquement fait sur ces questions financières. Et je trouve qu'au niveau des usages, la question du genre, on est en train d'y revenir en disant oui, mais pour les enfants, il faut qu'ils puissent faire du sport, donc voilà. Sur les interstices, oui, mais là, les enfants, voilà, est-ce qu'il faut qu'on puisse les surveiller parce qu'on n'est plus que 2 maîtresses entre midi et 2 ou je ne sais plus quoi. La question de l'intimité, puisqu'on a beaucoup aussi travaillé sur la question des toilettes. Nous, on a imaginé que les toilettes, ils étaient mixtes pour que justement les garçons et les filles se rencontrent aussi quand ils sont petits, qu'ils s'habituent les uns aux autres et qu'il n'y ait plus une division des genres. On a plus ces espaces d'attente devant les cabines, puisqu'on s'est aperçu que c'est là que se déroulaient tous les problèmes de harcèlement. Mais les portes des cabines donnent directement dans la cour, donc sur surveillance d'adultes. Donc voilà, tout ce travail autour de l'intimité qu'on a fait, aujourd'hui, on revient à des choses beaucoup plus traditionnelles. Mais si par exemple tu avais la possibilité de faire passer quelque chose pour pouvoir construire mieux, plus écologique, qu'est-ce que tu ferais passer? C'est quoi pour toi le plus important? 1 heure de jeu pour les enfants, qui retrouvent du plaisir dans l'enseignement. J'ai eu un moment très, très émouvant sur l'école Frida Kahlo, c'est que ça faisait peut-être 6 mois, 1 an qu'on avait fini l'école et je vais chercher des places pour un festival. Puis je donne mon nom et puis la maman qui gérait les places me dit «Ah mais Chloé Baudard, mais Chloé Baudard de l'école Frida Kahlo?» Je dis «Oui», je ne pensais pas que j'avais cette notoriété. Elle m'a dit «Écoutez, vous avez changé la vie de ma fille». Ma fille n'aimait pas l'école, elle n'aimait pas le rapport à l'enseignement. Là, elle retrouve un plaisir en allant à l'école, en ramenant des carottes parce que donc on a aussi tout des serres avec toute une partie plantée, avec des plantes comestibles, et tout un rapport au dedans-dehors, finalement, à la question du vivant qu'on a imaginé et qui a été aussi saisi par les enseignants. Et puis un autre moment où on a été, je faisais visiter l'école et pas de chance, on était une quinzaine et là, un espèce de déluge. Je me dis: «Oh là là, l'horreur». Faut que j'étais avec des élus et tout, je me dis: «Bon, ça va pas être très sympa». Sauf qu'en fait, c'était assez fabuleux parce que nous, on était tous, en tas, resserrés, sous un auvent et là, les enfants, ils couraient partout dans les copeaux de bois, ils se roulaient dedans et tout ça. Je me suis dit: «Non mais c'est juste génial, en fait». Ils se sont complètement appropriés cette aire de jeu, voilà, oui, ils allaient être, tout sales et tout trempés, mais en fait, mais quelle joie de les voir, comme ça, courir, se rouler, jouer, j'ai trouvé ça génial. Voilà, donc en fait, ça, je me suis dit que c'était quand même très joli et qu'on avait réussi ça.
Et qu'est-ce que cette école, dans la construction et dans tout ce qu'il y a autour, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Alors déjà que moi, par exemple, le toboggan, je pensais jamais qu'on y arriverait. Quand on l'a posé en esquisse, on s'est dit: «Bon, allez». Les différentes phases d'études sont passées, je me suis dit: «Bon, ouais, il est toujours là». Instruction du permis, je me suis dit: «Ouais, il y a les pompiers, les PMR, les je voilà, il y a un moment, de toute façon, ça va sauter». Quand je l'ai vu gruter sur le chantier, je me suis dit: «Waouh, quand même, on a réussi ça». On a réussi à mettre un toboggan pour que les élémentaires descendent à la cantine. Alors après, ils l'ont mis sous contrôle d'accès. Il est ouvert, avec une supervision, adulte. Mais quand même, on a vraiment réussi à pousser, une réflexion, jusqu'au bout. Voilà, autour du jeu quoi, autour du plaisir, d'apprendre. En plus, à ce moment-là, il y avait le covid et là, on s'est dit avec madame le maire, on s'est dit que c'est quand même assez génial. On vous met à disposition une école où, toutes les classes sont doublement orientées et vous avez systématiquement un dedans dehors dans chaque classe. Et ça, voilà, ça avec Jules, mon associé, on s'est dit: «Mais on a réussi à un truc où on aurait voulu l'anticiper, évidemment on n'aurait pas pu et où on répond à un usage, pédagogique évolutif qui était hyper juste, non, donc pour nous, ça nous a ouvert sur plein de choses. On a pu tester aussi, une réflexion sur une évolutivité possible de l'école. Comment on arrive à construire 3 classes de plus et l'anticiper dès le début. Comment aussi on peut rendre ces grandes maisons réversibles, comment ça peut devenir du bureau ou du logement. On y est retourné plusieurs fois. Il y a aussi eu des ajustements dans la cour. Donc, ils ont fait des aménagements pour, des aires de jeu. On a fait tout un travail sur aussi le temps, puisqu'on a beaucoup mutualisé des zones. On avait des ateliers en plus qui servent au périscolaire. On a la salle de motricité qui sert de salle du quartier, en dehors des temps, scolaires et périscolaires. On a aussi une aire de dépose minute qui n'est accessible que le matin pour déposer les enfants et le reste, c'est des bornes relevables. Et donc cette partie, de route sert à être, un espace de jeu de ballon ou de tricycle pour les petits et les moyens. Voilà, c'est un peu toutes ces réflexions-là. Donc maintenant, justement, ils ont mis un portail pour que quand il y a les enfants, dans le temps scolaire ou périscolaire qui jouent, ils puissent le faire en sécurité et ils réouvrent le portail, évidemment le matin, mais aussi, le soir et le week-end pour que ça reste un espace, collectif au niveau du quartier. Et comment on adapte un même lieu pour des enfants de 3 ans et des personnes de plus âgées? Pour nous, avec Jules, chaque fois, c'est la question, presque du village, de ces maisons et de ce qui se passe aussi entre ces maisons, de ces interstices. Donc finalement, des recoins, qui donnent pas une très grande cour toute vide, d'un côté peut-être plus englobant, plus doux, c'est tout ce travail-là, quoi. Et du coup, quand tu parles de maîtrise d'usage, tu es allée chercher, par exemple, la parole des enfants pour avoir leur avis, leurs envies? Est-ce que tu es allée chercher directement leurs paroles ou alors, ça s'est fait, d'une autre façon? Très bonne question puisque en effet, quand on parle de maîtrise d'usage, souvent on les accompagne et sur les questions de l'école, comment est-ce qu'on arrive à finalement ajuster, le projet avec la maîtrise d'usage, notamment les enfants? Alors déjà, quand on est en phase de conception, notamment, de concours ou de dialogue compétitif, c'est pas si simple parce qu'en concours, par exemple, c'est anonyme. Donc en fait, on peut pas travailler avec la maîtrise d'usage. Mais sur les écoles, pour le coup, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, déjà, on a tous été enfants ou on a des enfants. Donc en fait, moi, ma maîtrise d'usage, je l'ai à la maison. Et moi, on est parents d'élèves. On a la pratique d'aller chercher un enfant en, crèche, maternelle, élémentaire et la compagne, de Jules, mon associé, est enseignante. Donc en fait, finalement, cette maîtrise d'usage, elle est assez facile à aller chercher dans un environnement. Alors qu'un directeur d'une salle de concert, qui en plus a généralement vraiment sa tonalité artistique, c'est beaucoup plus compliqué, on ne peut pas faire sans lui. Oui. Là, je trouve que sur l'école, finalement, on est plus libre avec, pour nous incarner cette maîtrise d'usage. Ce qui n'empêche pas qu'une fois qu'on est retenu, on fait ce travail-là avec les équipes techniques. Dès que les équipes enseignantes sont choisies, on refait le travail avec les enseignants. Évidemment, le temps du chantier, on essaye de travailler avec les enfants autour d'ateliers.
Justement, ces enfants qui vont grandir dans l'école, Frida Kahlo, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils gardent inconsciemment en mémoire une fois qu'ils sont adultes? Peut-être que justement, être dans un environnement comme celui-ci leur permet, d'avoir une liberté d'action dans leur vie, de pouvoir, être libres, dans, leurs mouvements, leur chemin de vie, espèce d'expérience, du corps, dans des espaces, qui peuvent être joyeux et ça peut influer pour la vie, ouais. Et enfin, dernière question, pour conclure un peu plus globalement, qu'est-ce que construire demain, ça signifie pour toi? Peut-être justement, c'est de continuer à pouvoir relier, des lieux, soit le plus justement fabriqués, à partir, d'un déjà là ou donc en privilégiant évidemment, la réhabilitation, ou l'histoire des lieux ou des matériaux nobles et de pouvoir leur donner, une nouvelle vie qui peut aussi encore évoluer. Donc la question de l'évolutivité ou de la réversibilité qui me semble assez essentielle et de pouvoir, habiter ces lieux avec une appropriation, une liberté d'usage, une attention, et peut-être une joie. Pour moi, c'est comment on arrive à retrouver une politique de la joie, y compris dans notre pratique d'architecte, qui aujourd'hui peut sembler pas très joyeuse justement. Je pense qu'il faut qu'on puisse, militer pour alléger, privilégier ces rencontres, retrouver des envies de faire. Voilà. Merci beaucoup Chloé d'avoir accepté de partager tes idées aujourd'hui. Merci pour ton temps, pour ton engagement et pour tes idées dont tu as parlé aujourd'hui et qui, j'en suis sûre, inspireront les créatrices d'aujourd'hui pour le monde de demain. Merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode d'Affordance, que ce soit dans vos écouteurs ou dans votre voiture, mais surtout merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à découvrir le travail de l'agence Compagnie Architecture, que ce soit en ligne ou sur leurs réseaux sociaux. Et tant que vous y êtes, pensez à vous abonner à affordance.podcast sur Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Prenez soin de vous et du monde qui vous entoure.